Bonjour, je vais vous lire le chapitre 14, un galet de couleur claire d'Angèle l'Indien blanc de François Place. Et avant de commencer, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, liker, commenter, partager et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous remercie. Alors, nous allons démarrer. Chapitre 14, un galet de couleur claire. Les gens de l'eau décident de la dernière chasse. Après, ils s'en vont plus loin, là où personne ne peut les suivre, dans l'estomac du dernier phoque chassé. On trouve un galet blanc. C'est le signe que donnent les gens de l'eau pour annoncer qu'ils préféreront se laisser couler tout au fond de l'eau plutôt que d'avoir encore à affronter les chasseurs. Alors, il faut revenir. On ne doit pas chasser plus qu'il ne faut. Il y a une bouche pour manger la viande de phoque. Il y a une bouche pour remâcher son souvenir. Ainsi parlait Alak dans la maison des plumes grises. Nous étions épuisés et nous attendions la fin de la chasse. Beaucoup avaient reçu des estafilades et l'un d'entre nous devait rester allongé avec une vilaine blessure à la cuisse. Les plus jeunes, ceux qui n'avaient que 2 ou 3 plumes grises aux cheveux, avaient donné toute leur force dans les premières batailles contre les gens de l'eau. Maintenant, même la marche d'approche les épuisait. Quand ils ne manquaient pas leur cible, leurs harpons se contentaient de mordre la peau des animaux qui s'en débarrassaient en s'ébouriffant. Pourtant, on devait y retourner. Il y avait tout juste assez de réserve pour le village, et personne ne pouvait prédire quelle serait la durée de l'hiver. Corvadoro n'était pas un grand chasseur. Il était maladroit sur la glace. Cependant, en dépit d'une constitution apparemment chétive et de sa claudication, il était doué d'une grande résistance. D'ailleurs, il marchait sans se plaindre et prenait comme les autres sa part de fardeau au retour, tout en promenant sur ses épreuves un œil légèrement ironique. Cette histoire de galet, par exemple, l'amusait. Je dois reconnaître que nos hôtes ont au moins raison sur un point. Lorsque les gens de l'eau sont prévenus, ils ne se laissent pas faire. Ils se battent durement et savent infliger des pertes à leurs adversaires. Vous connaissez l'expression « laisser des plumes ». Angèle, non? C'est ce que nous faisons, vous et moi, un peu moins que les Voinois, puisque nous avons la bonne fortune ou l'élégance de ne pas emporter dans notre chevelure. Mais c'est égal, ces chasses sont éreintantes, et si tout le monde doit se tuer à combattre ces gens de l'eau, on n'aura bientôt plus besoin d'en manger, parce qu'on sera tous morts de fatigue. Regardez, même Waogat, leur chef, si vaillant, si déterminé, montre des signes d'épuisement. Que feriez-vous à sa place, Angèle, si vous deviez annoncer qu'il est temps d'arrêter? Rien. Rien? Ce sont les gens de l'eau qui décident. Eh bien moi, voyez-vous, si j'étais Waogat, je les aiderais un petit peu. Je vous parie que c'est notre dernière chasse, et qu'il va tout à fait par hasard découvrir lui-même ce galet au fond d'un estomac. On approchait de leur territoire. La glace avait encore épaissi, sauf au passage du courant chaud, où elle faisait probablement moins d'un pied d'épaisseur, et parfois seulement 1 à 2 pouces. Elle prenait alors une teinte bleue veinée d'émeraude en emprisonnant sous la surface des grappes et des chapelets de bulles transparentes. On en devinait le fond. On y voyait nager les gens de l'eau. Quand les chasseurs perçaient des trous pour y jeter des appâts, les gens de l'eau s'éloignaient plus loin, nous obligeant à les suivre. Tôt ou tard, ils devraient casser la glace pour venir respirer, mais ils choisissaient le lieu. Je vis à nouveau la silhouette du roi noir avec ses 2 antennes qui évoluaient sous mes pieds. Il me suivait comme une ombre décrochée brusquement, disparaissait en 4 coups de nageoire, puis je le retrouvai un peu plus loin. Les autres nageaient à ses côtés. Un moment, ils disparurent complètement de notre vue. Makroa, le vieux pisteur, nous fit repartir en arrière, et tout en scrutant l'écran impénétrable sur lequel nous marchions, il nous entraîna vers un endroit que rien ne distinguait particulièrement. Là il s'arrêta, s'accroupit, puis nous fit signe d'attendre en traçant dans l'air de la pointe de son harpon une aire invisible au-dessus de laquelle les animaux réapparaîtraient. Il avait raison. Quelques instants plus tard, nous entendîmes des coups répétés contre la glace. 1, 2, 3 trous se formèrent, puis une dizaine d'autres, et les têtes commencèrent à faire surface.
en soufflant un jet de vapeur excédé par les narines. Les gens de l'eau semblaient tout aussi fatigués que nous de ce jeu de cache-cache, et plutôt que de replonger, ils firent front en se hissant à demi sur la glace. On vit alors cette scène peu commune. Waougat et le roi noir, chacun en avant de ses troupes, se défiant l'un de l'autre. Pendant que le grand phoque projetait des gerbes d'eau de la pointe de sa défense à grand renfort de coups de tête, le chef des chasseurs, lui, passait d'un pied sur l'autre en brandissant sa lance au-dessus de l'épaule. Chasseurs et chassés formaient deux armées rangées en ligne de bataille, précédées chacune de son champion. Waougat donna le signal de l'attaque. Les chasseurs s'élancèrent à grands cris, leurs harpons volèrent drus sur les animaux qui se débattaient en mugissant. Le corps empêtré de liens, hérissés comme des porcs épics. Dès que l'un d'entre eux était saisi, il était aussitôt tiré sur la rive pour y être achevé. Même alors, les phoques demeuraient dangereux. Avec Alax, Serk et Tilal, nous avions approché un mâle isolé du troupeau. Il résistait de toutes ses forces, cabré avec les convulsions d'un cheval sauvage attrapé au lasso. Une embardée me fit trébucher et le phoque en profita pour ramper vers le trou d'eau en me tirant derrière lui. Aussitôt Serk et Alax sur ma gauche raidirent les liens de leur côté, ce qui fit pivoter le phoque d'un seul coup, si bien que je me trouvai hors du danger de tomber à l'eau, mais directement sous la menace de sa défense. Je roulai sur le côté et la corne passa près de ma joue en éraflant la glace sur une longueur de 2 coudées. Le temps de me remettre debout, j'aperçus Tilal sur ma droite. Il lui aurait suffi d'exercer une traction au même moment pour m'éviter ce danger. Je l'interrogeai du regard, mais il me fit comprendre d'un signe des épaules qu'il n'avait pas vu venir l'attaque. Tilal était le 5 plumes que j'avais combattu à la lutte juste avant Alak. Il n'avait jamais vraiment digéré sa défaite. Je me remis au combat à ses côtés, et il m'encouragea si bien que je m'en voulus de l'avoir mis en doute. Carty, un plume blanche, arriva pour nous prêter main forte. C'est lui qui acheva l'animal. Je suivais le conseil de Corvadoro, j'évitai de me trouver dans les parages du roi noir. Les Waougat l'avaient rejoint, sans pouvoir complètement l'atteindre. Le grand phoque, malgré de nombreuses blessures dans les flancs, avait déjà tué 2 plumes blanches. Il donnait de furieux coups de battoir. La glace s'effondrait autour de lui en larges plaques, chahutées par les remous de son agitation. Les chasseurs tentaient de sauter de l'une à l'autre pour l'encercler, mais lui plongeait dès qu'on arrivait, et recommençait son manège un peu plus loin. De la sorte, il dessinait une large courbe fouettée d'eau et de glace tout autour du troupeau, que ce dernier n'avait plus qu'à élargir pour la transformer en bassin. Quand il jugea que celui-ci était assez vaste pour mettre les siens à l'abri, le roi noir poussa un long beuglement, pointe dressée vers le ciel, et les mâles lui répondirent. Cela fit un vacarme invraisemblable. Tous ceux qui s'étaient éparpillés, répondant à l'appel, nagèrent sous la glace pour venir se ranger derrière ce rempart. Quelques harpons volèrent dans leur direction et se perdirent dans les eaux, et le roi noir émit un dernier barrissement, puis il bascula d'un vigoureux coup de nageoire. Je vis son dos encore planté de mon harpon et de celui de Luck. Il n'était pas parvenu à s'en débarrasser. Tout le troupeau plongea pour le suivre, en abandonnant ses morts. En l'espace de 2 heures, les chasseurs avaient tué 5 femelles et 7 mâles. Le plus gros du travail allait pouvoir commencer. Corvadoro se mit à côté de moi en bougonnant contre cette tâche qu'il trouvait en tout point indigne d'un savant. « Je vais vous faire un aveu, Angèle, je suis un peu doué pour la boucherie. Mais il semble qu'on ne puisse guère se faire accepter ici autrement qu'en y participant. » Il était légèrement essoufflé. Nous devions travailler vite, tant que la viande était encore chaude, et dépecer de grands animaux demande beaucoup de force et d'énergie. Waougat vint nous chercher l'un et l'autre pour nous amener près de la dépouille d'un jeune mâle. On avait déjà prélevé sa défense, et allongé, le phoque ressemblait à un gros homme gris, tacheté de brun, avec des bras trop courts et des pieds démesurés. Ses moustaches étaient couvertes de givre. Son œil rond, incrédule, tardait à se tenir. Il devait peser pas loin de 1500 livres, et la lance de Waougat, enfoncée plus qu'à moitié dans sa chair, avait trouvé le cœur. Waougat tendit à Corvadoro son couteau de pierre.
Les Waanoas se regroupèrent intrigués de cet honneur inhabituel. Corvadoro hésita. Waogat lui montra du geste comment ouvrir l'animal, et Corvadoro s'exécuta et fendit la peau de l'abdomen sur toute sa longueur. Ensuite, Waogat lui désigna la poche de l'estomac, et Corvadoro l'ouvrit, et on y trouva 2 poissons encore vivants et un gros galet de couleur claire. Waogat rejeta les poissons à l'eau en les priant de nous rendre l'hiver favorable, et il donna le galet à Corvadoro. Pour la première fois, je vis Corvadoro embarrassé. Il ne savait que faire de ce galet entre les mains, et il se tourna vers moi d'un air un peu gêné. Ce sont les gens de l'eau qui décident, répondis-je, en haussant les épaules. Et pendant tout le retour, Corvadoro ne piqua plus un mot. Il est vrai que nous devions marcher courbés, que le butin était lourd et le chemin jusqu'au village assez long. Mais ce n'était pas la raison de ce mutisme inhabituel. Il fallait plutôt la chercher dans ce galet, caché au fond de l'estomac d'un phoque, et qui avait quelque peu ébranlé les certitudes du savant, comme un message envoyé par les gens de l'eau. C'était bien lui, Corvadoro, qui l'avait trouvé, même si Waogat lui avait désigné l'animal à ouvrir, alors que rien apparemment ne distinguait cet animal d'aucun autre. Pour les Waanoas, il ne faisait aucun doute que Corvadoro avait été élu par les gens de l'eau pour annoncer la fin de la chasse. Fin du chapitre 14, Angèle l'Indien blanc de François Place. Et je vous remercie par avance de ne pas oublier à vous abonner, liker, commenter, partager.